Nous allons maintenant parler du cancer de la prostate, qui est le premier cancer de l'homme. Tout à fait. Le cancer de la prostate, avec plus de 50 000 nouveaux cas par an, est le premier cancer de l'homme, devant le cancer du poumon et les cancers digestifs. Et là, il faut tout de suite dire il faut se faire dépister du cancer de la prostate. Voilà, entre 50 et 75 ans, un toucher rectal annuel et une consultation et un dosage de PSA. Consultation sont nécessaires. Voilà, on dépiste le cancer du sein, il n'y a pas de raison. Alors, il y avait eu, je le dis, j'insiste parce qu'il y avait eu tout un battage médiatique suite aux publications scientifiques américaines sur lesquelles ils ont dû revenir. Oui, il faut dépister le cancer de la prostate. Or, il n'est pas assez dépisté actuellement. Alors, oui, enfin, on est toujours surpris, il est de plus en plus dépisté. Oui. D'ailleurs, vraiment les taux de mortalité le prouvent, mais on est toujours surpris de voir quelquefois des patients qui arrivent avec des PSA et des cancers de prostate à un stade avancé et ils nous disent c'est mon premier PSA, ils sont 65 ans. Voilà, ça existe encore, mais voilà. C'est moins en moins. Voilà, exactement. Alors, ce qui est important aussi, c'est de repérer des facteurs de risque dans la prostate. Il y a quelques cas de cancer de prostate qui ont une origine, on va dire, familiale, génétique, ça prend une dizaine de pourcents des cancers de la prostate. Il y a aussi une origine ethnique, c'est-à-dire les patients qui viennent d'Afrique subsaharienne ou des Antilles ont un plus grand risque d'avoir des cancers de la prostate. Donc, c'est les deux gros facteurs de risque, mais on est en train aussi d'en découvrir d'autres, comme l'obésité. Oui. Voilà. Et l'alimentation riche en graisses saturées, voilà, on retombe toujours un peu malheureusement dans les mêmes choses. Et même les produits laitiers riches en graisse, de façon plus spécifique. Voilà. En quoi consiste ce dépistage et quels sont les différents stades du cancer de la prostate? Donc, on a déjà parlé de l'adénome. Donc, chaque année, on va voir ces patients entre 50 et 75 ans avec une échographie, un PSA qui est l'antigène spécifique de la prostate et qui pose beaucoup de problèmes puisque ce PSA, il augmente et dans l'adénome, et dans l'infection, et dans le cancer. Donc, on doit démêler les choses. Et lorsqu'on a une suspicion à cause de la cinétique du PSA, du toucher rectal, on va demander, aujourd'hui on demande une IRM de la prostate, donc l'échographie c'est pour l'adénome, l'IRM c'est pour le dépistage du cancer. Un cumul d'examens. Oui, et ensuite des biopsies. Il faut une preuve au microscope et avec une nouvelle technique, la biopsie, ce qu'on appelle en fusion d'images, on va les biopsier, les images qu'on a vues suspectées l'IRM, on va les biopsier et les analyser. Et là, s'il y a un cancer, on va, comme vous le disiez, il y a différents stades. On va, selon un faisceau d'arguments que je ne vais pas détailler ici, déterminer si c'est un cancer localisé de la prostate, un cancer localement avancé ou un cancer métastatique. D'accord. On va s'intéresser là, 2 minutes, au cancer localisé de la prostate. Et là, la première question que je vais poser, c'est non pas quel est votre âge, mais quel est votre âge physiologique. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que je pense que la personne qui est en face de moi a plus de 10 ou 15 ans d'espérance de vie? Oui, d'accord. C'est très important. Vraiment, c'est pas la carte d'identité ne m'intéresse pas, mais les antécédents, quoi, les maladies coronaires, les choses. Et de là, dans le cancer localisé, on peut encore, il va y avoir une sous-catégorie. On va se dire, on a découvert ce cancer par hasard,
il ne demandait rien à personne, il est indolent. On va le laisser vivre. On va le laisser et ça va être la surveillance active parce que si vous faites des séries autopsiques à des patients de plus de 80 ans, vous allez avoir 60-70%, peut-être 60% des patients qui ont un cancer de la prostate. Or, ils ne sont pas tous morts du cancer de la prostate. Voilà. Donc, il y a des tumeurs qui évoluent très lentement, qui sont quasiment comme un mode de vieillissement de la glande. Et donc, certains cancers sont des critères qui sont très précis. C'est pas... voilà. Ce sont des critères qui sont précis. On va pouvoir dire, écoutez, on pense que ce cancer n'aura pas de conséquences, qu'il y a d'évolution lente et qu'il est indolent. Que vous mourrez avant d'autres choses, exactement. D'accord. Voilà. Donc moi je veux. Voilà. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Et dans ces cas-là, on débute des protocoles de surveillance active. Et je dis bien aux patients, parce que c'est une fois qu'on lui a dit le diagnostic de cancer, il dit mais enfin vous ne faites rien. Non, on ne fait pas rien, on fait une surveillance active, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on va monitorer, on va suivre l'évolution du PSA, l'évolution des images IRM, et on refera éventuellement des biopsies. Donc ça c'est vraiment. Donc ça c'est premier ça, la surveillance active. Et sinon, dans les cancers localisés, alors il va y avoir globalement 3 types de thérapeutiques. On peut proposer soit la radiothérapie externe, soit la radiothérapie, que j'appelle moi interne la curithérapie, on va mettre des grains d'iode radioactifs dans la prostate, soit la chirurgie. Et ça va se décider en fonction de l'âge, en fonction des données des biopsies. Voilà. Et la grosse avancée de la chirurgie, c'est la chirurgie robotique dont on parlait tout à l'heure. Parce que même si la prostate n'a pas d'intérêt sexuel, c'est pas une glande, elle ne joue pas dans l'érection, pardon, c'est une glande sexuelle, mais elle n'a pas de rôle dans l'érection. En revanche, les nerfs qui passent dans ce qu'on appelle des bandelettes vasculo-nerveuses sont vraiment collés à cette. Je reprends l'image de mon coquetier, ils sont collés à ce coquetier. Et donc, pour le cancer de la prostate, il fallait enlever toute la prostate, et donc on abîmait ces nerfs. La chirurgie robotique, parce qu'elle est plus précise, parce qu'on voit en 3 dimensions, etc., permet de préserver les nerfs. D'accord. Voilà. Donc c'est la grande différence. C'est la grande différence. Mais attention, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Si les patients viennent, ils n'avaient déjà pas des érections extraordinaires, elles ne sont vraiment pas meilleures après. Donc il faut les prévenir. Mais il faut aussi dire tout de suite que l'idée, c'est quand même d'abord de guérir du cancer de la prostate. Oui. Il ne faut pas, pour préserver les érections, en voulant passer trop près de la tumeur, obérer ce problème-là, parce qu'on a des traitements pour les troubles de l'érection qui sont très efficaces. Et puis la deuxième conséquence du traitement chirurgical du cancer de la prostate, c'est le risque d'incontinence qui là aussi est très diminué avec la chirurgie robotique. Et là, on avait parlé du traitement de l'adénome. Dans le traitement de l'adénome chirurgical, il y a une éjaculation rétrograde, il n'y a pas d'incontinence, il n'y a pas de trouble de l'érection. Dans le traitement du cancer de la prostate, il peut y avoir une incontinence temporaire. En plus, les patients récupèrent. Maintenant, c'est moins de 3%. Et des troubles de l'érection. D'accord. Maintenant, c'est 3% d'incontinence totale. Après, il y a des incontinences. Double punition là-dessus. Voilà, plus modérées. Mais là aussi, on a des traitements pour l'incontinence de l'homme après prostatectomie. En dehors de ces cancers localisés de la prostate, dont le pronostic est très bon, il faut quand même, l'évolution est de très bons pronostics. Ensuite, il peut y avoir des cancers localement avancés de la prostate, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé cette capsule prostatique.
Mhm. Ils ont même éventuellement atteint quelques ganglions, mais il n'y a pas vraiment de lésions métastatiques à distance. D'accord. Et là, on va associer, en général, ces patients-là, on ne les opère pas. Et on associe des hormones et de la radiothérapie. Alors, les hormones, c'est un peu difficile parce que c'est une castration chimique, donc ça donne, comme pour la ménopause, des bouffées de chaleur, évidemment des troubles de l'érection, une perte de la libido. Donc voilà, tout vraiment, plus on dépiste tôt le cancer de la prostate, plus les traitements sont légers. Et puis après, bien évidemment, il y a les traitements, il y a les cancers de la prostate métastatiques. Donc là, avec une localisation secondaire, on appelle ça en particulier des métastases osseuses. Et là, on va associer plutôt de la chimiothérapie à l'hormonothérapie. Mais en sachant que, et dans les cancers localement avancés et dans les cancers métastatiques, on a depuis quelques années l'avènement de nouvelles hormonothérapies qui vont bien améliorer le pronostic. Comment prendre, docteur, en charge les conséquences du cancer de la prostate? Alors, c'est les conséquences du cancer de la prostate opéré, c'est-à-dire les troubles fonctionnels, l'incontinence et les troubles de l'érection. Alors, pour l'incontinence, les patients récupèrent progressivement jusqu'à 2 ans et on leur fait faire de la kinésithérapie. Et il faut les encourager. Voilà, faut pas les... Et puis, si elles restent gênantes, il y a des techniques chirurgicales, soit de bandelettes pour l'incontinence, peut-être, voilà, et soit dans les grosses incontinences, on peut même mettre des sphincters artificiels qui vont permettre aux patients de retrouver une continence et il aura appuyé sur une petite poire invisible pour uriner, puis après, voilà, plus d'incontinence. Et puis après, il y a les troubles de l'érection. Alors là, c'est plus difficile parce que d'abord, il y a le choc du diagnostic, et puis après, il y a la relation avec le ou les partenaires. Donc c'est un peu plus compliqué. Aléatoire. Non, mais en tout cas, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'on peut donner des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 comme le Cialis à toute petite dose tous les jours pour faciliter la récupération. Et on peut aussi donner des doses plus fortes, c'est-à-dire associer ça et d'autres molécules à doses plus fortes, faire des injections dans les corps caverneux de prostaglandine. Et là, je voudrais bien faire comprendre la différence entre tous les médicaments, les troubles d'érection, tout ce qui se prend, voilà, dont on connaît. Ça, ce sont des facilitateurs de l'érection, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une stimulation sexuelle, d'où l'intervention de la partenaire. Il faut qu'elle soit demandeuse, c'est-à-dire si voilà, il faut qu'elle s'intéresse à... Voilà, exactement, et qu'elle-même à son âge n'ait pas ses propres problèmes. Et voilà, donc ça c'est très important. Alors que tout ce qui est prostaglandine, que ce soit les injections dans les corps caverneux, c'est-à-dire dans la verge, qui sont toujours impressionnantes pour les patients, puis finalement non douloureuses, donc ici ils font très bien. Ou maintenant on peut mettre des gels dans l'urètre, ça donne des érections plus automatiques. Voilà, mais il ne faut pas lâcher. Il faut bien encourager les patients et être avec eux pour les aider à corriger ces 2 troubles fonctionnels. Alors, il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'est quelles sont les conséquences de la radiothérapie et de la chimiothérapie qui, en général, alors voilà, donc souvent on dit pour les patients seniors, il est plus âgé, on peut lui faire une radiothérapie, parce qu'en gros, je n'en ai pas parlé pour faire ça, mais les radiothérapies et chirurgie, ça donne à peu près le même résultat pendant une dizaine d'années.
Et après, la chirurgie fait globalement, je simplifie, mieux. Donc, plus les patients sont âgés, plus on leur propose la radiothérapie au prétexte de la bénignité. Mais vous avez raison de le souligner. À terme, la radiothérapie, il peut y avoir des cystites radiques, c'est-à-dire, alors là, il y a une impression d'infection urinaire permanente, avec quelquefois même du sang, des choses comme ça, des rectites radiques, c'est-à-dire des émissions de glaire et de sang par l'anus, et des troubles de l'érection. Après la chirurgie, les troubles de l'érection, ils sont immédiats, et puis vous récupérez progressivement. Après la radiothérapie, ils sont progressifs. Donc oui, il y a des conséquences. Et la chimiothérapie, c'est surtout, en tout cas celle du cancer de la prostate, l'altération de l'état général. Voilà. Donc, tout ça n'est pas très drôle. Mieux vaut une bonne prévention, un dépistage précoce. Dépistage précoce du cancer de la prostate. C'est ce qu'on conseille en priorité. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications qui sont très utiles pour des hommes qui sont parfois difficiles à convaincre d'aller consulter régulièrement. Oui, il y a moins la culture comme chez les femmes maintenant, font plus facilement le dépistage systématique du cancer du sein, ils savent qu'il y a mammographie. Voilà. Les hommes sont quelquefois plus réticents à consulter, que ce soit pour les troubles urinaires, pour les dysfonctions érectiles. Voilà, vous les hommes, consultez régulièrement. Exactement. C'est un dépistage qui est très important. Très important.